Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Salut jeunes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité internationale, c'est la reconnaissance par la France hier aux Nations Unies, en la personne d'Emmanuel Macron, la reconnaissance de l'État de Palestine, ce qui porte à 159 le nombre de pays reconnaissant officiellement la Palestine. Pour le gouvernement israélien, c'est un affront. Pour les Palestiniens, la prudence s'impose. على الفاضي اعتراف الدول على الفاضي. احنا هذا الكلام شبه ابنه كله حبر على وراء. لو اعترف فيه كل العالم في الوضع الحالي مش منيح. هذا الحكي اعترافهم فينا شو بده يفيد؟ بدها تنتهي الحرب مش راح تنتهي. Un État palestinien coexistant pacifiquement aux côtés de l'État hébreu, mais sur quel territoire et avec quels représentants vit-on un tournant majeur pour la paix, la fin du siège de Gaza et la libération des otages? Nous en débattrons tout à l'heure avant de vous retrouver dans la troisième partie de l'émission. Marie et Xavier, c'est un spécial Amérique. Oui, un petit peu. Hein. Vous nous proposez tous les deux. Direction Washington, oui. Elisabeth, la Maison-Blanche où les travaux de l'immense salle de bal que Donald Trump offre à la Maison-Blanche viennent de commencer. 8000 mètres carrés, ça peut contenir plus de 600 personnes, cette salle-là. Avec ici le lieu, c'est l'aile Est. Eh bien, Elisabeth, nous allons la visiter, cette aile Est, et on prépare le carnet de bal. Et ce sera doré, il paraît. Et vous, Marie ? On devient complètement parano, Elisabeth. On nous fait croire qu'on sent de plus en plus mauvais pour nous vendre des déodorants sur tout le corps. Et ça marche, ça cartonne aux États-Unis. Encore une fois, à tout à l'heure. Et pour commencer, nous recevons un survivant, un pied en or, un chevalier de la Légion d'honneur, un aveugle, une légende du cécifoot, Hakim Areski, champion paralympique, médaillé d'or aux derniers Jeux de Paris. Vous ne l'avez pas vu, le match France-Argentine, gagné au tir au but, lui non plus. On le retrouve tout de suite. Hakim Areski, bonsoir. Bonsoir. On est vraiment heureux de vous voir. Ravi. Je vous présente, bien que vous ne voyiez pas, il y a vers votre droite Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche qui vous ont vu jouer aux Jeux paralympiques de Paris il y a un an, car vous êtes une star. Hakim Areski, vous présentez, vous évoquez votre existence et votre renaissance dans un livre de témoignages, Renaître dans la nuit. Et j'ai 5 volumes de cet ouvrage, ce récit en braille. Oui. Vendu au prix 19,90 €, au même prix que le volume pour les voyants. Hakim Areski, avant qu'on découvre votre profil idéal, qu'est-ce que vous avez devant vous? C'est une étoile tombée du ciel. C'est quoi cette chose dorée? Effectivement, c'est quelque chose de rare. Oui. Les étoiles sont pas très rares. Lèvez-la. Voilà, c'est la médaille de Paris 2024. Et voilà. Car vous êtes champion paralympique de cécifoot. Vous avez battu, vous et vos camarades, l'Argentine. Et le tir au but, le premier, c'est vous, avec votre pied droit, qui avait été très abîmé par un soldat algérien. Mais on va en reparler après, votre profil idéal, Hakim, réalisé par Gaël Legras. Hakim Areski, après avoir perdu la vue et frôlé la mort à l'âge de 18 ans lors d'une manifestation en Algérie, vous êtes devenu champion de cécifoot aux Jeux paralympiques de Paris. Alors comment renaître dans la nuit, comme vous l'écrivez aujourd'hui? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1983 à Tamassit en Kabylie, vous aimez le foot et dans les années 90, vous suivez la Juventus de Turin du joueur Alessandro Del Piero et Manchester United du manager Alex Ferguson. Mais les années 90 en Algérie sont aussi celles de la décennie noire et des attentats du groupe islamique armé. À l'époque, le chanteur kabyle Matou Blounès porte la voix des démocrates contre les terroristes et contre le gouvernement. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Matoub devient mon dictionnaire de la vie, mon mode d'emploi pour apprendre à être libre. En 2001, vous participez aux manifestations lycéennes contre les violences policières. Un gendarme vous met en joue, il tire. Soudain, une lumière blanche, puis plus rien, blackout. Blessé aux pieds et à la tête, nerf optique coupé, vous devenez aveugle. Votre père vous fait soigner en France. Pendant votre longue convalescence, vous apprenez la guitare. Puis, vous intégrez une équipe de cécifoot en banlieue parisienne. En 2009, vous êtes sélectionné en équipe de France et devenez champion d'Europe. En 2012, vous participez aux Jeux paralympiques de Londres. C'est un moment de partage comme tous les jours en fait avec l'équipe. Et non, je ne suis pas stressé. Vous remportez la médaille d'argent et vous poursuivez votre carrière internationale. Jouer au foot sans calme, sans chien guide, sans rien du tout, juste en se basant sur des repères sonores, ça m'a beaucoup aidé
à être autonome dans la vie quotidienne. En 2024, aux Jeux paralympiques de Paris, vous obtenez la médaille d'or en finale contre l'Argentine. Dans les dernières lignes de votre livre, vous formulez « Une pensée pour Matoub et pour toutes les étoiles qui nous ont été arrachées ». Hakim Areski, on vous sent ému d'avoir entendu la voix chantante de ce martyr de la liberté et de l'émancipation qui était Matoub Lounès, votre idole, kabyle, berbère. Effectivement, je suis vraiment très ému parce que je découvre cette introduction comme tout le monde, comme les téléspectateurs. Tout d'abord, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Ému parce que ça me renvoie à des moments, des moments de tragédie, de joie aussi parfois, parce que c'était aussi ma jeunesse. J'étais bien, j'étais heureux. Ouais. Votre jeunesse, il y avait des ballons de foot déjà, mais ils étaient faits dans des poches de lait, cousus avec des fils, et vous jouiez quand vous étiez petit avec vos amis. Je pense que tous ceux qui entendent cette phrase, tous ceux qui vont lire en fait, le livre, vont comprendre de quoi je parle. Effectivement, on fabriquait, on était tellement passionnés que tout ce qui était rond, un peu léger comme ça, pouvait servir de ballon. Donc on fabriquait ça vraiment comme on pouvait. C'est ça. Hakim Areski, vous dites, je n'ai pas perdu la vue, on me l'a prise. Nuance. C'est pas la même chose. Un gendarme. Ouais, un gendarme, en fait, des gendarmes et des manifestants. Sur une manifestation pacifiste, de jeunes gens comme vous. Des étudiants, on était des étudiants, on manifestait. À la base, c'était une manifestation pacifique, donc d'étudiants. Malheureusement, elle a été violemment réprimée par les autorités à l'époque. Donc c'était en 2001, il y a très longtemps maintenant. Le temps passe vite. Moi, c'est la vue. D'autres copains, c'est autre chose. Et d'autres, malheureusement, c'est la vie, comme vous dites. Mon meilleur pote à l'époque, c'est 5 balles dans le torse. C'est la vie. Youssef, oui. Benjamin. Et alors, vous arrivez en France, grâce à votre père, à qui vous devez beaucoup. Ces 2 années difficiles, avant, vous dites une renaissance, un cauchemar et une deuxième naissance. Une deuxième naissance, j'assimile beaucoup ça à une naissance parce que je suis arrivé en France vraiment sans rien, même pas de vêtements finalement sur moi. Et donc, sans connaître forcément le français, sans connaître le paysage dans lequel j'allais tomber, dans lequel j'allais arriver, la ville, les gens qui allaient m'entourer, les mœurs, des traditions, je connaissais rien de tout ça. C'est-à-dire que les gens au début me parlaient et je comprenais rien du tout, à part mon père qui me parlait en kabyle, et puis d'autres personnes de mon village à l'époque qui venaient me voir. Sinon, je comprenais pas grand-chose. Donc, et puis, j'étais dans un monde de lumière. Je me retrouve complètement dans le noir complet, des sens qui commencent à s'éveiller, se réveiller, mais je comprenais pas trop, je maîtrisais rien. C'était vraiment un truc. La musique vous a sauvé. L'amour, la solidarité, l'amitié, la France, d'ailleurs vous en parlez, vous dites j'ai tellement de gratitude pour le pays qui m'a fait renaître, l'hôpital des 15-20 entre autres, institution hospitalière, et puis le cécifoot. Ça fait 20 ans que vous jouez au foot, que vous faites du cécifoot. Vous jouez avec vos oreilles? Pas avec vos pieds? Avec mes pieds toujours, mais... Oui, mais beaucoup avec vos oreilles? Beaucoup avec les oreilles, beaucoup avec l'écoute. Un clin d'œil pour l'histoire, en fait, c'est je découvre ce ballon rond, ce ballon de cécifoot pour la première fois. À Grelot. À Grelot, voilà, en septembre 2004. Ouais. Et on est champion paralympique 20 ans. 20 ans après. Pile. 20 ans après. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, 20 ans, dans une vie. Mais c'est passé très vite, il y avait tellement d'apprentissage à faire, il y avait tellement de choses à faire. La première, c'était d'apprendre, de réapprendre finalement à jouer au football, ma passion, mais cette fois-ci avec l'écoute, avec les oreilles, comme vous dites, et pas la vue. Et c'était pas évident. C'était pas évident. Oui. Alors voilà, médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris, ça c'était il y a 1 an, en 2024. Et Hakim Areski, les Bleus du cécifoot ont rencontré, on va en parler avec Anna, les Bleus qui voient à Clairefontaine. C'est une rencontre à Clairefontaine. Exactement, c'était il y a 2 semaines. Les doubles champions du monde de football vous ont invité, vos coéquipiers et vous, à assister à un de leurs entraînements. On vous voit d'ailleurs sur les images plutôt complices avec Kylian Mbappé, que vous aviez d'ailleurs rencontré quelques mois plus tôt et vous l'aviez même initié
au Cécifoot. Vous avez ensuite pu assister au match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 France-Islande au Parc des Princes. Et c'était l'occasion pour la Fédération française de football d'officialiser une nouvelle application qui permet désormais de regarder tous les matchs de foot en audio-description à partir de son téléphone. Alors, je précise que vous êtes aussi président, Hakim Areski, du comité handisport en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez l'impression que depuis la fin des Jeux Olympiques, eh bien, les personnes en situation de handicap dans le sport ou dans la société en général, il y a eu des progrès pour ces personnes-là ? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Il y a des volontés, des bonnes volontés. Il y a des améliorations dans ce sens, dans la reconnaissance du parasport, de l'handisport d'une manière générale. Mais les faits, malheureusement, ne suivent pas forcément la réalité. Donc, il y a plein de constats qui vont dans le sens positif et d'autres, malheureusement, qui vont dans le sens négatif. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ? La prise en charge d'une manière générale, la reconnaissance de ce sport. C'est-à-dire que, je ne sais pas, qu'on soit invité de la même manière pour faire découvrir une discipline, qu'on soit champion paralympique ou qu'on ne l'est pas. Parce que, OK, le Cécifoot, par exemple, on est champion paralympique. Il y a 10 athlètes champions paralympiques avec les membres de staff qui sont 6. On est champion paralympique, mais il y a presque 400 licenciés en France. Et ceux-là, si on n'était pas champion, on n'en parlerait pas, en fait. Donc, pourquoi on attendrait qu'on soit champion paralympique pour en parler ? En parlant d'abord. Après, si on devient champion paralympique, bien sûr, nous, c'est notre objectif. Et on l'a fait sous la Tour Eiffel, le meilleur endroit au monde pour le faire. Et face à l'Argentine. Face à l'Argentine. Il faut le dire, avec un pied qui aurait dû être amputé. C'est ça qui est incroyable dans votre histoire, Hakim Areski. Vous-même, vous dites, je vais frapper avec ce pied, alors que vous auriez pu le perdre 20 ans plus tôt. En fait, ce pied, j'y pense tous les jours. Quand j'écris dans le bouquin que la France m'a sauvé, c'est pas une phrase juste comme ça en l'air. C'est parce que c'est vrai, parce que en Algérie, malheureusement, j'ai pas été soigné. Je suis resté 5 jours sans soins. Donc, mon arrivée en France, les médecins ils se sont acharnés, médicalement parlant, sur moi, vraiment pour me sauver d'abord la vie. Après, essayer de rattraper, de sauver le maximum de choses dans mon pied. Et le compte-rendu médical des premiers jours faisait état d'un gros point d'interrogation sur une possibilité d'amputation, en fait, ou pas. Et un traitement a été mis en place, un protocole a été mis en place, et heureusement, voilà, c'est... Vous visez Los Angeles 2028, les Jeux paralympiques ? C'est un cap qui est assez loin. Le cap, c'est l'horizon que vous visez avec votre corps, avec vous qui voyez avec tout votre corps. Alors, avec l'équipe de France, on vise effectivement les Jeux de Los Angeles. On est champion paralympique, on a le titre paralympique, on va tout faire pour aller le défendre sur Los Angeles. Mais avant ça, il faut beaucoup de travail. On est passé par là avant de le conquérir, ce titre. On est passé par des années de travail, de préparation. La prochaine étape, c'est les championnats d'Europe qui vont se dérouler. J'allais trop vite, Hakim Areski. Vous inquiétez pas. J'allais trop vite. On va y arriver. Très bien, on vous suivra. Les championnats d'Europe qui vont se dérouler en France l'été prochain, donc au mois d'août prochain, du 17 au 24 août à Strasbourg. Très bien. Et puis la Coupe du Monde 2027, et puis après Los Angeles. Advienne que pourra. Merci infiniment d'être venu évoquer votre passion, la flamme qui vous habite, et puis votre récit, Renaître dans la nuit aux éditions XO, pour les voyants et pour les autres, en braille, en 5 volumes. Merci encore, Hakim Areski. On va changer de sujet, on va abandonner les Jeux paralympiques et le Cécifoot, et on va passer à notre débat sur les suites diplomatiques et politiques de la reconnaissance par la France hier à l'ONU de l'État de Palestine. Est-ce le début d'une solution à 2 États? Sur quelle base géographique concrète? Fallait-il assortir cette reconnaissance de conditions auprès des pays arabes? La solution à 2 États est-elle possible malgré l'opposition du gouvernement israélien qui menace d'annexer la Cisjordanie et de l'administration américaine? On en parle tout de suite, mais après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Sur le front de mer de Gaza, celui-là même que Donald Trump voudrait transformer en Riviera, les Gazaouis luttaient ce matin encore pour leur survie. Indifférents pour beaucoup à la reconnaissance de l'État de Palestine par la France.
Ça ne sert strictement à rien. Notre seul espoir est que Dieu mette fin à la guerre. Un point, c'est tout. En Cisjordanie, pas beaucoup plus d'enthousiasme. Nous sommes reconnaissants, bien sûr, mais bon, nous étions un peuple occupé et maintenant nous sommes devenus un État et un peuple occupé. Quelle sera donc la portée de la déclaration d'Emmanuel Macron hier au siège des Nations Unies à New York? Solennel, le président français y a prononcé un discours très attendu. Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Comme 10 autres pays ces dernières 48 heures, la France a officiellement reconnu l'État de Palestine, sous les applaudissements, en l'absence remarquée des représentants américains et israéliens. Les États-Unis et Israël ne participeront pas à cette mascarade. Le président palestinien a lui salué une reconnaissance historique et courageuse en promettant d'exclure le Hamas d'un futur État palestinien. Le Hamas n'aura aucun rôle dans le gouvernement. Nous condamnons les meurtres, les enlèvements et les actions du Hamas du 7 octobre 2023. Emmanuel Macron a conditionné toute ouverture d'ambassade ou de consulat à la libération des otages du Hamas et à un cessez-le-feu. Alors la solution à 2 États peut-elle vraiment prendre forme? Israéliens et Américains, opposés à l'initiative française, vont-ils mettre leurs menaces de sanctions à exécution? La paix est-elle possible sans l'appui des États-Unis? Nos 3 invités pour ce débat, David Khalfa, bonsoir. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Votre dernier essai, Israël-Palestine, année zéro, est paru aux éditions du Bord de l'eau. Selon vous, le discours d'Emmanuel Macron hier à l'ONU est un acte symbolique, mais la France compense son influence limitée au Proche-Orient par des discours grandiloquents. À côté de vous, Dominique Eddé, bonsoir. Vous êtes romancière et essayiste libanaise. Votre essai autour du drame qui se joue à Gaza, intitulé « La mort est en train de changer », paraît demain aux éditions Les Liens qui libèrent. Selon vous, la reconnaissance d'un État palestinien par la France arrive tardivement. Elle survient au moment où le mot État ne correspond plus à rien sur le terrain. Malgré tout, ajoutez-vous, acter cette reconnaissance, c'est mettre un coup de frein à cette folie meurtrière qui est en cours à Gaza. Et Arantxa González, bonsoir. Vous êtes doyenne de l'École des Affaires internationales de Sciences Po et vous fûtes ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Pedro Sánchez entre 2020 et 2021. Et vous avez travaillé pour les Nations Unies. Vous estimez que reconnaître un État palestinien n'est pas un geste inamical vis-à-vis d'Israël. Quand l'Espagne avait reconnu l'État de Palestine, c'était en mai 2024, eh bien l'Espagne a enduré les mêmes reproches que la France et qu'Emmanuel Macron. Faire un cadeau au Hamas et favoriser la montée de l'antisémitisme. Nous en débattrons évidemment. Et on démarre avec l'anaphore du jour, Benjamin. C'est celle utilisée par Emmanuel Macron hier à l'Assemblée générale de l'ONU. Le temps est venu, qu'il a scandé 12 fois dans son discours pour justifier la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Et après ce discours historique, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Sarka, a jugé que la France devenait, je cite, un agent déstabilisateur au Moyen-Orient. David Khalfa, dans cette déclaration de l'ambassadeur, vous y voyez une exagération totale ou une part de vérité? Une exagération, même s'il est probablement dans son rôle en tant que diplomate, ce qui représente le gouvernement israélien dont on connaît les positions qui sont très, très dures, très hostiles à cette reconnaissance. La présentation qui a été faite de ce que je pense de la reconnaissance, un peu, disons, rapide, parce que je suis de ceux qui pensent que en fait, la question, elle est mal posée, c'est pas d'être pour ou contre. Enfin, je ne crois pas qu'ici, autour de la table, on soit hostile à la solution à 2 États. La question qui se pose, c'est celle de la méthode et surtout de la mise en œuvre. Concrète. Voilà, et donc c'est là où le bas blesse, et là je rejoins ce qui a été dit sur le fait que malheureusement aujourd'hui, il y a un décalage énorme entre les déclarations. Donc une reconnaissance, c'est une déclaration, c'est un acte de langage, comme disait le philosophe Austin, mais la question de savoir, c'est quel effet est produit. Dominique Eddé, vous avez vu et lu quoi dans cette déclaration du président de la République? Un chemin vers la paix irréversible ou des incantations qui n'auront pas d'aboutissement réel? Écoutez, une paix irréversible, ce serait trop beau pour tout le monde. Je n'irai sûrement pas jusque-là. Incantatoire seulement non plus, parce que je crois que le président Macron a donné là un de ses discours, je dirais, les plus
cohérents, les plus près de la réalité depuis le début de cette catastrophe pour tout le monde, c'est-à-dire depuis le 7 octobre. Je pense qu'il a pointé les souffrances de part et d'autre, ce qui aussi est très important quand on parle de paix, de ne pas parler uniquement de décisions abstraites, et je dis bien abstraites parce que concrètement, nous n'avons strictement rien pour justifier d'un État sur le terrain à l'heure actuelle. Donc elle a cette valeur. Moi, j'aurais souhaité, partant de sa formule qui est le temps venu, revenir à ce que je sais un petit peu mieux que la question strictement géopolitique, c'est-à-dire ce rapport au temps qui est actuellement la grande crise dans laquelle nous nous trouvons tous. À savoir que nous avons un temps qui va à une vitesse de bolide du côté de deux puissances écrasantes que sont la puissance américaine et la puissance israélienne représentée par Netanyahou et Trump d'un côté, et cette lente vitesse d'une Europe qui a beaucoup tardé, à l'exception heureusement, d'États comme l'Espagne ou l'Irlande, mais enfin tout ça... À la reconnaissance. Et la Suède, pardon, mais pas seulement pour la reconnaissance, pour l'appréciation réelle des enjeux sur le terrain, au-delà des affects. Dominique Edet, on va y revenir à propos de cette asymétrie, mais on va évoquer avec vous trois et avec Anna les conditions concrètes, juridiques, pour qu'un État advienne. Ça remonte à la Convention de Montevideo en 1933, vous nous expliquez. Oui, justement, Anna. Cette Convention de Montevideo de 1933, elle est le texte qui définit les 4 conditions nécessaires à la reconnaissance d'un État souverain. On va les voir s'afficher. Une population permanente, des frontières définies, un gouvernement capable d'exercer son autorité et la capacité à entretenir des relations diplomatiques internationales. Alors en l'état, une seule des conditions semble être remplie du point de vue du droit, c'est celle de la population. En ce qui concerne les frontières d'un État palestinien, elles sont très difficiles à définir, et cela depuis longtemps, et surtout elles ont évolué au fil du temps. On va le voir d'ailleurs sur ces cartes. Regardez, de 1922 à 1947, la Palestine est sous mandat britannique, avec une population, on le voit ici, majoritairement arabe. En 1947, le plan de partage de l'ONU prévoit un État juif et un État arabe. Cet État arabe composé de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de la Galilée, en vert sur la carte. Ensuite, en 1949, Gaza passe sous administration égyptienne et la Cisjordanie est annexée par la Jordanie. Puis ensuite, la guerre des 6 jours en 1967 et les accords d'Oslo en 1993 vont encore redéfinir les frontières et marquer progressivement l'avancée de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. On voit d'ailleurs sur cette dernière carte le morcellement de ces territoires palestiniens au fil du temps. Et je reviens enfin aux dernières conditions, la 3e et la 4e. Elles ne sont pas remplies à ce jour, l'autorité palestinienne étant jugée par beaucoup illégitime et impuissante à gouverner. Alors Arantxa González, d'un point de vue strictement juridique, est-ce que c'est illusoire de croire à la création d'un État palestinien ? Je ne crois pas qu'on est dans la réalité juridique. Ce n'est pas sur le plan juridique qu'on est en train de travailler. On travaille sur le plan politique. Mais est-ce que les deux ne peuvent pas être faits conjointement ? Peut-être ou peut-être pas. Mais regardons pourquoi. Pourquoi on est arrivé là, et je crois qu'il y a des raisons pour lesquelles on est arrivé là. D'abord, on pensait qu'on allait arriver ici à la fin d'un processus de négociation entre Israël et Palestine. Aujourd'hui, on se rend compte que peut-être ce moment n'arrivera jamais. Il y a une menace d'annexion de la Cisjordanie. Donc c'est une manière pour beaucoup de pays de dire nous restons fidèles, cohérents, à ce qui était le projet original des 2 États. Mais il y a aussi un autre élément qui est une pression grandissante de la part des opinions publiques dans beaucoup de pays européens qui ne voient pas une solution apportée par leurs États et qui ont pris en main la protestation, une protestation en Italie, d'ailleurs, parfois un peu violente, et à laquelle les chefs d'État et des gouvernements nécessitent aujourd'hui aussi de répondre. Vous voulez réagir, David Kalfin? Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Là, on reconnaît un État virtuel. Sur le plan strictement juridique, en fait, la reconnaissance, c'est un acte juridique. Mais il a, en effet, comme vous l'avez dit, il y a une portée politique et symbolique très, très forte. Et je pense que c'était, de mon point de vue, la vertu principale de cette reconnaissance, c'est de sanctuariser la solution des États à un moment où vous avez une coalition en Israël droite, extrême droite, qui veut la liquider, en fait, et qui s'en cache absolument pas.
Et vous avez aussi en Palestine des forces qui, elles aussi, la rejettent, comme le Hamas et d'autres groupes armés islamistes. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'était utile. Mais là, le décalage que je décrivais tout à l'heure entre le de jure, c'est-à-dire le droit, et le de facto, c'est-à-dire les faits, que vous avez pointés, est terrible. Et il va falloir essayer de combler, en fait, ce décalage. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la France est en mesure de le faire seule? Non. Je pense que c'est d'où l'intérêt pour la France d'avoir embarqué les Saoudiens. Je note quand même que MBS n'était pas présent, qu'il n'a pas envoyé... Mohamed Ben Salman, avec qui cette décision a été imaginée avec le président français. C'est ça, donc le prince héritier qui n'a non seulement pas été physiquement présent, mais qui par ailleurs n'a même pas envoyé un message enregistré. Donc moi je l'interprète comme, sans doute il a voulu ménager son allié américain, très probablement, avec qui il y a aussi des relations de business avec la famille Trump. Et puis peut-être qu'il y a un questionnement sur la capacité de la France à délivrer. Et peut-être qu'il y a un questionnement, Dominique Hédé, sur la reconnaissance de la souveraineté de l'État hébreu par les pays arabes, à commencer par l'Arabie saoudite. On parlait de presque 160 pays qui reconnaissent donc l'État de Palestine. Ils sont 154 parmi les membres des Nations Unies qui reconnaissent l'État hébreu. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette nécessaire Vous savez, la reconnaissance des facto de l'État d'Israël, elle est évidente. Mais elle n'est pas faite par le Koweït, par l'Arabie saoudite, par d'autres pays arabo-musulmans. Tout ça, vraiment, est de l'ordre de la formalité. Et je dirais, même si le terme n'est pas très politique, d'une hypocrisie générale, est parfaitement partagée. Donc, la question de la reconnaissance, elle devrait se poser en termes beaucoup plus profonds, qui est la reconnaissance d'une histoire, qui a été l'histoire d'une dépossession, qui a couru sur plus de 75 ans, dans des conditions absolument atroces, et qui a fini par cette carte que nous avons vue ici, qui est ce qu'on appelle un nettoyage progressif ethnique, avec le point culminant du génocide en cours à Gaza. Alors, ceci n'exclut pas, évidemment, que cette histoire elle-même est adossée à une autre, et que cette autre est elle-même à une dimension extrêmement tragique, mais ces deux mémoires, pour l'instant, ne se sont pas rencontrées. Une mémoire a fait main basse, plus ou moins, sur l'autre, par l'intermédiaire des pays responsables de la tragédie originelle et absolue qu'a été la Shoah. Donc nous avons là, si vous voulez, une carte psychique de traumatisme et de souffrance à laquelle personne ne veut s'attaquer directement. Donc tout ce monde se réunit autour des tables, fait le travail aujourd'hui mieux qu'hier, mais il eût mieux valu qu'il ait été fait au moment où vous-même, d'ailleurs, avant même l'élection de Trump, vous avertissiez les Européens sur l'urgence de regarder tout ça de plus près. Justement, Arantxa González, quelles conséquences quand même concrètes maintenant et géopolitiques ça a provoqué l'ire des autorités israéliennes que cette reconnaissance par la France, avec des menaces de mesures de rétorsion par Netanyahou. Comment ça s'était passé pour l'Espagne et qu'est-ce qu'on peut craindre? Est-ce que ça risque pas d'avoir un effet contre-productif? Non, je crois qu'on connaît, parce que ça s'est passé déjà dans ces dernières années, d'abord une accusation que je trouve très forte, très difficile, qui est l'accusation d'antisémitisme, parce que je crains qu'on est en train d'évaluer ces mots qui est l'antisémitisme dans un moment où il y a du vrai antisémitisme. Chacun qui décide de faire quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement de Netanyahou ou au gouvernement des États-Unis de Donald Trump s'est fait accuser d'antisémitisme. Ça, c'est la première leçon. Après, je crois, et donc ça, je trouve que c'est très difficile parce que il y a du vrai antisémitisme et que... Il y a même eu une explosion en France après le 7 octobre. Ça va être très difficile d'y répondre. Mais il y a une autre voie qui est déjà ouverte, qui est la voie de l'annexion de la Cisjordanie. Et ça, c'est aussi pour cette raison que les États, et aujourd'hui, c'est beaucoup des États qui
ont utilisé ces moments aux Nations Unies pour dire non. Certains craignent que ces reconnaissances, David Khalfa, poussent Netanyahou à accélérer ce processus d'annexion justement de la Cisjordanie. Ouais, ça peut être un effet pervers, paradoxalement. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il n'y a pas que la Cisjordanie. Il y a le Golan qui est en train d'être négocié. Il y a le sud du Liban. Il y a la déclaration faite par Netanyahou le mois dernier réclamant le Grand Israël. Il y a un plan en marche. Donc il faut bien l'avoir en tête avant de travailler les pourtours d'une situation qui va à toute allure. C'est ce plan dont il est question. Oui, alors... cette fuite en avant éventuelle. Oui, pardon de faire un tout petit rappel historique quand même, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec González. Moi, je pense que c'est très important aussi de ne pas exonérer les partis, en fait, de leur part de responsabilité. Même s'il y a une asymétrie des rapports de force entre Israéliens et Palestiniens, les Palestiniens ont aussi leur responsabilité historique, d'ailleurs, dans les échecs successifs des négociations. Je rappelle, 47, le leadership palestinien refuse le plan de partage, déclare la guerre à l'État d'Israël. 67, nouveau refus. 2000, nouveau refus. 2001, nouveau refus. 2009, Olmert, que je connais très bien. Et qui a, d'ailleurs, il y a un document d'Arte récent qui montre qu'il avait proposé 95% retrait de la Cisjordanie et 5% de territoire restant avec des rétrocessions territoriales équivalentes. Donc il y a eu, et chez Arafat et chez Mahmoud Abbas, des occasions manquées. Les Israéliens ont aussi leur part de responsabilité, parce que la médiation américaine était, quand même, elle épousait beaucoup plus, disons, le point de vue israélien que le point de vue palestinien. Mais ça, c'est important de le rappeler, puisque cet État palestinien, il aurait pu naître en 1947. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut rappeler que pendant ce temps, les colonies se multipliaient. Oui. Non, mais l'un n'exclut pas l'autre. Non, on n'est pas d'accord parce que... Non, laissez-moi vous dire. Le mot... Non, mais moi, je vous laisse finir vos phrases. Juste laisser un développement, quand même. Non, je veux juste vous dire une chose. Le mot colonie n'a pas été prononcé aux Nations Unies. La démilitarisation du futur État palestinien est acquise les yeux fermés comme une évidence. Il faut que vous compreniez que nous, dans cette région, nous avons aujourd'hui le sentiment qu'un État, qui est l'État dirigé par Netanyahou et l'extrême droite, est en train de démilitariser toute la région. Ils ont bombardé toute l'armée syrienne, les yeux fermés sans que personne ne pipe un mot. L'Irak est démembré, le Liban existe à peine. Excusez-moi, mais moi je suis toute prête. Non, on ne parle pas d'autre chose. Je suis un partisan des colonies, je ne comprends pas trop le rapport. L'actualité ne peut plus continuer à faire écran à la pensée. Parce que c'est comme cela qu'on fait du surplace et que l'Europe est dans l'état où elle est. Alors, David Khalfa terminé, et ensuite on écoute Donald Trump. De faire un rappel historique, c'est pas du tout oui, mais on n'est pas d'accord sur les rappels. Moi, je dis, lisez Ilan Pappé, lisez le livre d'Ilan Pappé sur le nettoyage ethnique, et tout y est. Si vous avez un fait à contester dans Dominique Adé, dialoguer. Donc, David Ilan Pappé, c'est un auteur très très contesté, mais je crois qu'on n'est pas là pour discuter des nouveaux historiens. Je me permettais juste de dire en fait que c'est une histoire tragique. Vous avez deux peuples qui revendiquent le même territoire, qui ont des légitimités sur ce territoire. C'est ce qui d'ailleurs explique la tragédie israélo-palestinienne, et que je pense, même d'un point de vue strictement à la fois éthique et politique, que c'est extrêmement important de ne pas exonérer les leaders, je ne parle pas des peuples d'ailleurs, les leaders de leurs responsabilités historiques. Ça n'exclut absolument pas la responsabilité israélienne. Je ne suis pas un partisan de la colonisation, enfin bref. Il reste très peu de temps. Oui, on va juste s'interroger sur la clé pour essayer d'accéder à une solution à deux États, ou peut-être un État binational. On n'aura pas le temps de débattre entre ces deux options, mais on va écouter... Les États-Unis, parce que rien ne semble possible sans les Américains. Mais écoutez, Trump qui a été très critique sur l'annonce par Emmanuel Macron de la reconnaissance d'État palestinien. C'était aujourd'hui même. Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. Those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Arantxa González, qu'on le veuille ou non, c'est cet homme qui a la clé ou pas aujourd'hui? Il a une partie de la clé, mais on découvre aussi qu'on a un pouvoir. Et je crois que notre objectif... Qui? Les Européens? Beaucoup plus que les Européens. Il suffisait d'écouter ce qui s'est passé hier. Il y avait l'Afrique, il y avait l'Asie, il y avait l'Amérique latine, il y avait... du monde, et je crois que l'objectif maintenant, c'est un cessez-le-feu. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est la prise en otage des civils de la part des extrêmes des deux côtés. Cessez-le-feu et sanctions contre Israël, c'est ce que disent certains, c'est ce que vous souhaitez, vous, par exemple? Non, je crois que ce qu'il faut, c'est utiliser le plus possible ce que nous avons à notre disposition pour obliger
les deux parties à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. L'Espagne a proposé des sanctions. La France pourrait faire de même, peut-être. J'embraye sur ce que vous avez dit, qui est la notion de prise en otage. Et je crois qu'avec la figure tragique des otages israéliens actuellement, dont nous souhaitons tous ardemment qu'ils soient libérés, il y a là la figure qui s'applique à l'ensemble, je dirais presque de la planète, c'est-à-dire que nous avons tous un sentiment de prise en otage par un système politique et une politique internationale qui est en pleine faillite et qui essaye de camoufler sa faillite par une course à l'argent et à la toute-puissance financière qui ne peut pas être un projet pour l'humanité. Donc, oui, nous sommes tous pris en otage, et peut-être même Emmanuel Macron lui-même, et c'est ce dont quoi il essaye péniblement de se libérer. Par le Hamas aussi, qui a publié hier des vidéos, au moment où il y avait cette reconnaissance, de vidéos laissant entendre que les otages allaient être exécutés, David Khalfa. Donc oui, on se retrouve dans une situation qui nous semble bloquée encore maintenant, malgré ce qu'on entend de la part du président français. Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, cette double prise d'otages côté israélien. Il y a une prise d'otage au sens politique du terme, où vous avez une majorité de la population qui veut un arrêt de la guerre depuis des mois déjà, qui manifeste. Mais le Premier ministre israélien n'en fait qu'à sa tête, parce que son obsession, c'est de se maintenir au pouvoir. Il sait très bien qu'à la minute où un processus électoral s'enclenche, il risque de perdre cette élection. Parce que tous les sondages successifs depuis 2 ans et demi, même avant les massacres du 7 octobre, montrent qu'il perdrait ces élections au profit de l'opposition. Pardon, j'abuse. À propos de sondages, le sondage israélien de février dernier dit que 73% de la population israélienne souhaite l'expulsion totale de tous les Palestiniens de Gaza. Seuls 3% trouvent ça immoral. C'est une vraie question. Non, je crois qu'aujourd'hui, le plus urgent, c'est protéger les civils en Israël, mais au Gaza. Au Gaza, cette population qui est en train de mourir de faim, de soif, des manques de médicaments, il faut tout. Et quand je dis tout, c'est tout pour obtenir un cessez-le-feu maintenant. C'est ça, ça doit être notre objectif collectif. Tout à fait d'accord. Une dernière phrase. Et si je peux me permettre, vraiment essayer de faire de donner le plus d'écho possible aux voix de la paix, ceux qui se battent sur le terrain en Israël et en Palestine, pour justement sortir de cette ornière, sortir de la guerre, mais surtout ouvrir une autre perspective que simplement le conflit. Vous l'avez fait ce soir, tous les trois, chacun à votre façon. Merci infiniment d'être venus débattre, vraiment. Et on va rester dans l'actualité, mais alors plus légère, vue par Xavier Mauduit et Marie Bonisseau, un spécial États-Unis d'ailleurs, ça augure du plus bizarroïde. Donald Trump rêve d'une salle de bal, dorée du sol au plafond à la Maison-Blanche, un truc énorme, aux frais du contribuable évidemment. Et la nouvelle mode des déodorants pour tout le corps, le triomphe de l'hygiénisme et du mercantilisme. Mais d'abord, le mot vedette du jour, job hugging. Étreindre son job pour signifier qu'on y tient à tout prix, c'est entendu. This new trend called job hugging. It's called job hugging. Job hugging. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Job hugging, du vieil anglais job, petit boulot, et du norrois hugga, conforté, traduisible par câliner son job, désigne la tendance des salariés à s'accrocher à leur job comme une moule à son rocher. Mercredi 3 septembre, les États-Unis ont confirmé le déclin du nombre d'Américains qui quittent leur job, soit une tendance au job hugging. Quel que soit le groupe d'âge, de revenus ou de niveau d'études, la confiance des travailleurs américains à retrouver un job dans les 3 mois n'atteint pas 45%, le plus bas niveau depuis 2013. Cette crainte liée au contexte économique incertain et à la démotivation massive qui touche 69% des Nord-Américains dope le job hugging. Dans l'Amérique post-Covid, le soudain besoin de sens avait déclenché un phénomène de grande démission, avec plus de 4 millions de claquages de portes par mois. Le marché du travail était en surchauffe, la mobilité professionnelle la règle, on parlait de job hopping, sauter de job en job, et cette audace était payante avec une augmentation de 7,7%. Désormais, changer de job ne présente plus d'avantages financiers, le taux de chômage atteint son record en 4 ans, le marché du travail chute, et les managers qui se plaignaient hier de ne pas pouvoir retenir les talents font face aujourd'hui à un turnover trop faible pour revigorer leurs équipes, conséquence du fameux job hugging. Les job huggers sont des salariés qui font le strict minimum, des poids morts du capitalisme contre lesquels une économiste de l'Université de Chicago a trouvé la parade, la réflexion sur le sens de la vie. Pousser un employé sous-performant à réfléchir à la vacuité de son job suffirait à le faire démissionner de lui-même et se retrouver pauvre comme Job.
hugging. Je vous hug. Hein? Oui, même si je pue, parce qu'il paraît qu'on pue tous, mais ça, on verra ça avec vous, Marie. Moi, j'aime toutes les odeurs. Voilà. Alors, Xavier, avant les odeurs et l'odorama de Marie, on va évoquer Trump, Donald Trump, qui lance des travaux à la Maison-Blanche, une salle de bal gigantesque, 200 millions de dollars pour un projet de 800 mètres carrés, non, 8000 8000 mètres carrés, exactement. 800 mètres carrés, c'est un studio. Bon, et ça sera doré des pieds du sol au plafond. Normalement, oui, et nous allons visiter cette aile Est, parce qu'elle va être installée là, cette salle de bal Elisabeth. En 1902, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, confie à l'architecte Charles McKim la rénovation de la Maison-Blanche. Alors, travaux de rafraîchissement, travaux de modernisation, ascenseur, électricité, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a un problème de place. Depuis la création de la Maison-Blanche au début du 19e siècle, l'administration n'a cessé de gonfler. Et puis, ce président-là, Theodore Roosevelt, a 6 enfants. Faut loger tout le monde. Il faut agrandir les lieux. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de construire à ce moment-là une aile ouest pour y installer les bureaux. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui là où se trouve le bureau ovale. Quant au bâtiment central, le bâtiment originel, c'est pour la résidence du président de toute la smala présidentielle et puis pour les réceptions avec des invités. Et puis, les deux ailes sont reliées par une colonnade qui existait déjà en partie. Et pour l'équilibre, l'idée, c'est de construire une aile Est. Alors, il existait un truc, une sorte de terrasse. Non, là, on imagine quelque chose de beaucoup plus imposant, en grande partie vitré. Et la vocation de cette aile Est, c'est d'être l'accès, l'accueil, voyez, des invités, mais surtout pour entreposer ce qui prend une place folle. Les chapeaux haute forme, les redingotes, les câbles, les grands chapeaux des dames, les manteaux. Et c'est en fait une sorte de vestiaire. Et cette petite aile Est reste ainsi pendant 40 ans, jusqu'à un autre Roosevelt, un autre président, mais cette fois c'est Franklin Delano Roosevelt, qui décide de l'adapter au changement de son temps. On est en 1942. C'est la guerre. Eh oui, c'est la guerre. Et on décide à ce moment-là de construire un bunker souterrain à la place de l'aile Est. Et puis, par-dessus, vous voyez, en élévation, on construit un bâtiment. Alors, ça sert de bureau, puis au fil du temps, vous avez une salle de cinéma. Vous avez, dans les années 1970, les bureaux de la première dame. Eh bien, c'est ici, dans cette aile Est, que le président Donald Trump a décidé de construire cette immense salle de bal à 8000 mètres carrés, comme vous nous le disiez, 650 personnes assises. C'est vrai que c'est beau, c'est blanc, c'est tout doré aussi. Tout doré, il paraît. Mais en faisant cela, Donald Trump n'a pas une idée farfelue, en fait, parce qu'il s'inscrit dans ce qu'ont fait avant lui tant et tant de chefs d'État, de princes, doter leur résidence d'une grande salle de bal. Et ça a été le cas en France, évidemment. L'Élysée, sous Louis-Napoléon Bonaparte, avant de venir Napoléon III, le président avait agrandi l'Élysée pour recevoir des gens. La Troisième République, pareil. 1889, la construction de la salle de réception de l'Élysée pour accueillir des centaines et des centaines de personnes, parce que le 19e siècle, c'est le siècle des bals. Alors, vous avez le bal populaire, le bal musette et les bals masqués, vous savez, les bals mondains, les bals officiels également. Et avec Trump, c'est sûr que nous aurons en plus et toujours des bals hivernes. Des balles hiver, ou alors de la poudre et des balles. De la poudre, enfin bon, et des balles. C'était Louise de Villemorin, mais c'est une autre histoire, à une autre époque. Merci, monsieur Mauduit. Marie, on pue. Ben ouais, je suis désolée. Mais vous avez un remède à ça. C'est pas mon remède, mais alors il paraît qu'on pue, je pue, vous puez. On vient au travail comme ça, tout en puant de partout. En tout cas, c'est ce qu'essaye de nous faire croire la propagande publicitaire actuelle pour des déodorants présentés comme ultra puissants. En Amérique. En Amérique, mais on en a aussi, si vous les cherchez, vous allez les trouver. Ce sont des déodorants whole body, donc corps entier. Vous êtes censé vous pchiter, donc des aisselles aux plantes de pied, en passant par tout ce qu'il y a, vraiment tout ce qu'il y a entre les deux. Tout pchiter, tout vous déodoriser, plusieurs fois par jour. Alors, la coupable, celle qui a inventé ce concept, c'est une Américaine, évidemment, elle s'appelle Shannon Klingman. Et c'est elle qui lance en 2017... dit-elle la première, un déo pour tout le corps. Bon, elle est un peu dans le désert à l'époque, elle est un peu pionnière, mais elle va finir par avoir du succès avec ses déos. Et ça convainc tous les géants du secteur cosmétique de lui pomper l'idée. Résultat, aujourd'hui, ça se vend partout. Le déodorant serait l'innovation phare de l'année 2024, d'après le patron d'Unilever qui se frotte les mains dans le Wall Street Journal. Alors que... rappelle le magazine américain The Atlantic qui a publié un article très fouillé sur cette nouvelle anxiété olfactive généralisée, alors que la plupart de nos glandes sudoripares, j'adore ce mot, c'est les glandes qui produisent de la sueur, elles ne provoquent absolument aucune odeur corporelle, la majorité de ces glandes. Tous les chercheurs interrogés par le journaliste de The Atlantic sont d'accord pour dire que ces déos-là de tout le corps sont une absurdité scientifique. Donc quoi ? Pourquoi ? Alors il y a des débuts d'explication, certains parlent de la pandémie.
qui nous aurait désacclimatés à l'odeur de nos semblables. D'autres renvoient au puritanisme américain, qui déteste les corps. À l'opposé, d'autres cultures qui recherchent l'odorat. Donc, par exemple, les Maoris en Nouvelle-Zélande, eux, font un salut traditionnel en se frottant le nez et le front. Voilà, on n'a pas peur de se toucher. Et puis, sur tout ça, il y a une autre couche. C'est une peur qui a été totalement fabriquée par les marques. Je parlais tout à l'heure de propagande au début de ma chronique. Le Guardian raconte quand même comment une marque de CDO a inventé un mot, l'air de rien, le mot phobo. C'est un acronyme qui veut dire donc Fear of Body Odor, peur des odeurs corporelles. Et donc c'est un mot qui s'est répandu ensuite sur les réseaux sociaux, dans la bouche de tous les gens qui commençaient à parler de déo, comme si ce mot existait depuis toujours, alors qu'on vient vraiment de l'inventer, ce phobo. Voilà, donc c'est un total retour en arrière, puisque... On rappelle, The Atlantic rappelle que ça fait plus d'1 siècle que les déos nous rendent volontairement parano sur nos odeurs. On cite notamment l'idée de génie, de génie du diable, de Odorono. C'était un des tout premiers déos. C'était une horrible pâte qui brûlait les aisselles de tout le monde. Et alors, ils ont compris, à un moment, ils ont fait un sondage, ils ont compris que 2 tiers des clientes potentielles pensaient n'avoir pas besoin de déodorant. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à en vendre. Et donc, ils se sont mis à faire des publicités très agressives avec des femmes qui parlaient d'une autre en disant « Bien sûr qu'elle n'en a pas conscience, mais cette femme souffre terriblement de transpiration, elle ne séduira jamais les hommes. » Voilà, c'est pas vrai, on sent bon. Oui. Moi, j'ai eu un peu chaud, mais oui, on sent... Mais oui, vous êtes dans l'émission qui pue la vie et la joie. Voilà, et c'est fini. Et on se retrouve demain à 20h05. FOMO? Non, Phobo. Tchuss.